Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face au droit de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au secret des affaires et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Coulot. Alors, vous êtes délégué juridique chez Syntec Numérique. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et maître Jean-Sébastien Mariez, avocat au cabinet De Gaulle Fleurance et Associés. Bonjour maître Mariez. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans les détails, quel est le secret des affaires le mieux gardé à ce jour ? Par excellence, le secret le mieux gardé, c'est la formule Coca-Cola, je pense, qui, comme chacun sait, est dans un coffre dont on a avalé la clé et qu'on a mis au fond d'un puits. C'est à peu près ça, la formule. Elle n'est toujours pas révélée à l'heure actuelle. Toujours pas, et c'est bien ça qu'on retient quand on parle de secret d'affaires en général. On a cette idée à l'esprit. Plus sérieusement, le secret d'affaires, c'est à peu près toute information qui a une nature commerciale et qui, d'une manière ou d'une autre, va participer au positionnement concurrentiel d'une entreprise, qui va participer de sa valeur ajoutée et qui va être valorisée en tant que telle dans le cadre de son activité. On a plusieurs types d'informations, évidemment, qui est susceptible de relever du secret d'affaires. En général, on peut penser à tout ce qui touche à la recherche et développement, avant le stade de la protection par un droit de propriété intellectuelle, le brevet par exemple, puisque c'est deux choses bien distinctes. Ou encore, pour donner un autre exemple, l'exemple le plus fréquent peut-être, c'est toutes les informations qui vont toucher au développement et à la mise sur le marché d'un nouveau produit. Et alors, quels sont les enjeux du secret des affaires ? Une étude a été faite pour la Commission européenne selon laquelle une entreprise sur 5, au cours des 10 dernières années, a vu une tentative d'accès à ces informations secrètes. Et dans la zone européenne, cela a un coût énorme pour les entreprises, mais aussi pour les États. Donc il y a d'abord un enjeu économique et de compétitivité. Une autre facette de cet enjeu économique, c'est que les entreprises recourent de plus en plus à l'offshoreisation des compétences, à l'outsourcing, à des consultants externes. Et donc elles ont besoin d'assurer le secret de tout ce qu'elles transmettent à ces personnes, à ces structures. Il y a également un enjeu juridique parce qu'il va falloir uniformiser la définition du secret d'affaires au plan européen, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Et puis revenir au niveau des États-Unis qui ont légiféré en 1996 par l'Economic Espionage Act. Et donc l'Europe doit se remettre, et la France, qui est un grand pays du numérique, doit se remettre au niveau des outils de ces pays. Est-ce qu'on peut se prévaloir efficacement du secret devant une juridiction ? Alors aujourd'hui, comme le suggérait Mathieu d'ailleurs, on n'a pas de définition du secret d'affaires, ni au niveau européen, ni au niveau français d'ailleurs. On a une multitude de textes qui sont dans différents codes d'ailleurs. Donc c'est un petit peu compliqué, on va dire. N'en reste pas moins que, même si on n'est pas dans une situation très satisfaisante, on a des moyens qui existent aujourd'hui. On a une première branche, finalement, qui touche à la sanction pénale. Et là, on va viser la sanction de la divulgation d'un secret, par exemple. La difficulté, c'est que ces dispositions-là, à chaque fois, visent une typologie de personnes bien particulière. Elles n'ont pas un caractère générique. Il n'y a pas de vol de biens intangibles, d'informations intangibles, par exemple. On va recourir à des dispositions qui vont sanctionner le salarié qui divulgue une information, ou alors la personne qui viole son secret professionnel. Mais bon, comme vous le savez, tout le monde n'est pas soumis à un tel secret. Donc ça, c'est le volet pénal. Et puis, on a aussi le côté, la branche civile qui peut être exploitée et qui consiste en réalité à faire reconnaître par une juridiction la violation d'une obligation contractuelle. Par exemple, la violation d'un accord de confidentialité, on s'est engagé à ne pas divulguer, on divulgue, ou encore la violation d'un accord de savoir-faire. Voilà. Bon, ensuite, la vraie difficulté, quelle que soit la branche qu'on va choisir, civile ou pénale, c'est vraiment de faire la preuve soit d'une divulgation, soit d'un accès, puis d'une divulgation non autorisée. Alors, puisque c'est si compliqué et difficile, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y a des évolutions de prévues ? Absolument, oui. Il y a une proposition de loi qui a été déposée le 16 juillet de cette année par Jean-Jacques Urvoas qui va revenir sur le régime, qui va en fait le créer, parce qu'il veut créer un titre 5 au Code de commerce qui n'existe pas pour l'instant, avec une définition très claire de ce qu'est le secret des affaires. Et il y aura un volet civil et un volet pénal. Alors pour le volet civil, il y aura un principe général d'interdiction de violer le secret des affaires qui pourrait être sanctionné lorsqu'on rapporte la preuve d'un préjudice par soit la responsabilité civile,
comme le disait Maître Mariez, soit par des mesures d'urgence, des mesures de référé, mesures conservatoires ou mesures provisoires. Donc il y aura 2 articles qui seront créés dans le Code du commerce. Une autre mesure, c'est que le secret des affaires sera protégé, quelle que soit la loi qui a été choisie par les parties pour s'appliquer au contrat. Donc le secret des affaires deviendrait en quelque sorte d'ordre public. Et puis il y aurait un volet pénal, c'est-à-dire qu'il y a une amende qui serait prévue de 375 000 € et une peine éventuelle d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Donc c'est plutôt très bien de prévoir cette peine, à voir ensuite si ce sera suffisamment dissuasif pour que le secret des affaires soit correctement protégé. Avec une exception cependant sur ce volet pénal, c'est la situation des lanceurs d'alerte qui, s'ils dénoncent une infraction de leur patron par exemple, ne seront pas sanctionnés au titre du secret des affaires. Alors vous parliez de la violation du secret des affaires. Concrètement, comment est-ce qu'on peut prouver qu'il y a eu violation ? Alors là, a priori, faut l'espérer, les nouvelles législations vont faciliter tout ça. Ce qu'on peut relever dès aujourd'hui, c'est que un des éléments de définition du secret d'affaires, qui nous vient des textes internationaux, les accords ADPIC, qui vont être repris par la directive, très probablement. De novembre 2013, effectivement. Voilà, une proposition, et qui vont a priori revenir aussi dans la proposition de loi. Donc, cet élément en particulier, c'est que pour se prévaloir de la protection du secret, il faut être en mesure de démontrer qu'on a pris des mesures raisonnables pour protéger les informations en question. Donc on va vraiment être beaucoup sur ce point-là dans la situation pratique suivante, par exemple. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une innovation qui est proposée par un concurrent, un produit ou un service. On a des raisons de penser que cette innovation, elle n'a pas été développée ex nihilo par son concurrent, voilà. Donc, en creux, on soupçonne qu'il ait eu accès à des informations qu'on avait protégées au titre du secret. Bon. Mais dans ces cas-là, on va essayer d'obtenir une interdiction, que le juge interdise la commercialisation de ce service ou de ce produit. Alors, vous imaginez bien que quand on va voir le juge, il faut arriver pas les mains vides, justement. Il va falloir arriver avec des éléments très tangibles, très concrets. Bon. Et ces éléments concrets, ça peut être tout ce qui relève, tout ce qui va permettre de démontrer notamment que les informations protégées, pour lesquelles on veut se prévaloir du secret, n'étaient pas accessibles comme ça par tout le monde, mais par exemple, qu'elles n'étaient accessibles que par une liste de personnes habilitées. Bon. Donc, c'est ce genre de choses qui vont certainement devoir être multipliées au sein des entreprises. Il y a peut-être trois grands types de processus que les entreprises vont devoir mettre en œuvre et anticiper pour avoir la faculté de se prévaloir de ces nouveaux textes. La première chose, c'est déjà d'identifier les informations et de les catégoriser finalement, parce que tout n'est pas confidentiel, tout n'est pas secret. En revanche, il faut savoir ce qui doit vraiment relever du secret. Donc, une fois que tout ça est identifié, le deuxième volet, c'est aussi d'assurer la traçabilité de ces informations, à savoir, par exemple, quand est-ce que ces informations ont été développées dans un processus de R&D, par exemple, et quand est-ce qu'elles ont donné lieu à une application ou une innovation au sein d'un service ou d'un produit. Donc ça, c'est l'aspect traçabilité, documentation, encore. Et puis le dernier aspect, je l'évoquais déjà tout à l'heure, c'est d'être capable de dire, ben voilà, moi, ces informations-là, pourquoi elles étaient protégées, comment elles étaient protégées, parce que mon système informatique, mon système d'information, il est protégé par des codes d'accès, par exemple, ou encore une fois, parce que moi j'ai une liste de personnes habilitées, un tel pouvait accéder, un tel ne pouvait pas. Voilà. Donc c'est vraiment cet ensemble de choses, à savoir identifier, traçabilité et puis documenter les restrictions d'accès qui vont être des exercices auxquels les entreprises vont devoir se prêter si elles veulent avoir la possibilité de se prévaloir devant un juge de la protection. Affaire à suivre donc dans les prochains mois. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Merci. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau numéro de Face au droit fiscal. Au mois prochain.